Pourquoi Lady Gaga est là? J'ai marqué Octopus puis ça me sort Lady Gaga. Je me dis, Lady Gaga transforms to giant octopus. Quoi? Quoi? Lady Gaga, elle se transforme en n'importe quoi, là. Lady Gaga. Bienvenue à Philo de Poteau, 30 à 45 minutes de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par deux personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions ou suggestions de sujets à questions@philodepoteau.com. Go! Bon, ben, bienvenue tout le monde à l'épisode 3 de Philo de Poteau. C'est David et Vanessa qui sont là pour vous accompagner pour le 3e épisode. Wouhou! Yeah! C'est malade, on s'applaudit nous-mêmes. Yes! Ben, pour commencer l'épisode 3, bonjour Vanessa. Ben, bonjour David, comment allez-vous, monsieur? On dirait que c'est full formel, mais bon, ok. C'est clair, surtout qu'on se vous voit. Ouais. Hey, moi, je fais ça à longueur de journée à ma job, là, fait qu'un moment donné, on dirait que je vais tellement fucker qui que je dois vous voyer puis qui que je dois pas vous voyer. Est-ce que vous voulez que je vous voie? Ah non, David? c'est clair. Moi, avec les clients que je rencontre pour la première fois, je les vois toujours. Puis, un moment donné, je dis, bon, on peut-tu se tutoyer? Oui, ok. Puis, un moment donné, il y en a un qui m'a répondu non. Oh! Tu sais, tu poses la question par politesse, là, mais Comme il y en genre a... il y en a un un, là. rejet de formalité. Ouais, c'est un comme vieux un... monsieur, là, qui est... En tout cas, j'en parlerai pas trop parce que si j'écoute le podcast, il va se reconnaître, mais ça m'étonnerait beaucoup. Là. On te salue. On te salue, vous. Bon, ben, l'épisode 3 est bien commencé. Ouais. En fait, je voulais en profiter pour faire quelques retours sur les sujets qu'on avait abordés dans l'épisode 1 et l'épisode 2. On avait eu plusieurs commentaires, puis en fait, nous-mêmes, on a comme continué. Ben, en fait, les 3 trucs dont je veux parler, c'est surtout moi qui a comme poussé les sujets un peu plus loin. En nous réécoutant, puis ma colocataire Roxane nous écoutait un peu aussi, puis elle m'a donné de la lecture. De la lecture? Oui. Ben, pour commencer, on a parlé des tatous directement dans le premier épisode. Puis là, c'est ça, on fait un espèce de follow-up sur les 2 premiers épisodes parce qu'on les a enregistrés en même temps. Là. Aujourd'hui, ça devrait pas être le cas. Là. Non, à moins qu'on s'est parti là, pour un autre 2 heures, là, mais tu sais, mine de rien, il est quand même déjà assez tard. Mais bref, on verra bien comment ça va. Mais ouais, technicalité. On a parlé des tatous, puis j'ai fait une recherche par rapport à ça, puis j'ai trouvé justement une femme qui a fait des recherches, qui est aussi enseignante à l'université. Dans une université quelconque, je me souviens plus. Je l'ai publié sur la page Facebook de Philo de Poteau, facebook.com/Philo de Poteau. Puis c'était vraiment intéressant. Elle s'est penchée sur le sujet de l'identité versus les tatous. Puis elle se spécialise dans l'identité des vêtements. Puis elle a approcher le tatou comme étant un vêtement qui permet de changer son identité, mais vu que c'est quelque chose de permanent, ben elle l'approchait d'une façon complètement différente. Ben c'est un petit peu qu'est-ce que tu parlais dans le fond, c'est toi ou moi qui disais ça, tu sais, justement le style vestimentaire, on rapportait ça un peu au tatou, sauf qu'en même temps, ben le tatou il est permanent là où les vêtements sont temporaires. Exactement. Ben dans le fond, je suis juste en train de parler de ça parce que je me suis senti validé par quelqu'un qui a fait une étude par rapport à ça. C'est super intéressant. Elle a penché pour son étude sur des femmes, plus particulièrement parce que les femmes avaient plus tendance à avoir une signification importante envers le tatou. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut extrapoler sans nécessairement juste dire que c'est des femmes. Là. Moi, mes tatous que je suis en train de me faire, ils ont beaucoup de signification pour moi. Puis, il y a une chose qu'elle disait dedans que j'ai traduit librement, que je voulais juste lire. Ça dit « Plutôt que de retirer leur tatou, les participants semblaient vouloir réinterpréter la signification de leur tatou ou leur attribuer une nouvelle signification pour réconcilier leurs anciennes identités et leur nouvelle identité. » Ça aussi, on en parlait dans le fond, tu sais, quand tu fais un tatou quand t'es super jeune, puis là, rendu plus vieux, ça va être quoi l'impact? Mais dans le fond, c'est ce que t'es en train de dire. C'est ça, la plupart des gens sont capables de marchander avec eux-mêmes pour dire « Ok, oui, ben marchander » ou
d'accepter le fait qu'ils se sont fait faire des tatous, puis de se dire, ah ben là, j'ai évolué, j'aimerais ça que ça ait une nouvelle signification aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui par rapport à qui je suis à ce moment-là? Ben, c'est parce que dans le fond, entre ta perception du tatou et le tatou, qu'est-ce qui est le plus malléable? C'est pas le tatou, c'est ta perception du tatou. Parce que oui, c'est sûr, tu peux l'effacer carrément, là, mais c'est une procédure quand même assez difficile. C'est beaucoup plus facile de changer, toi, qu'est-ce que tu penses de ton tatou? Parce que le tatou, il est plus permanent que ce que toi, tu penses du tatou. Fait que t'es aussi bien de changer qu'est-ce que t'en penses. Tu changes qu'est-ce sur quoi t'as du contrôle, finalement. C'est ça. Fait que je trouvais ça super intéressant. Je voulais le mentionner. J'ai mis le lien, je vais remettre le lien dans les notes de l'épisode qui sont présentes à philodepoteau.com/podcast/3. Puis sinon, ben, il y a un autre sujet dont on a parlé. Je pense qu'on a été rendu à l'épisode 3. Hein? Non, on était rendu à l'épisode 2, excuse-moi. On parlait de Like Moi, puis dans quelle génération on était. Oui! On se posait la question, puis justement... C'est quoi qu'on avait dit dans l'épisode, finalement? On était la génération quoi? Ben, en fait, on a parlé de millénaires, de milléniaires, de millennials. Puis qu'on disait qu'on était les pré-millennials. Hey, j'ai tellement de misère à dire ce mot-là, pourtant c'est compliqué, là. Non, c'est ça, mais c'est parce que en plus j'ai envie de le dire en anglais parce que je l'ai plus lu en anglais, mais maintenant ça a une traduction, ça se dit millénaire, fait que bon, c'est quelque chose que j'ai appris justement avec ce lien-là, que je vais mettre dans les notes de l'épisode. Puis c'est une publication Facebook de RDI Économie. Où il passait en entrevue José Garceau, qui est une conférencière et auteure du livre La cohabitation des générations. OK. Puis il a passé en entrevue très rapidement, mais ils ont quand même mis la vidéo sur leur page Facebook. C'est super intéressant parce que ça disait justement que les jeunes de notre génération cherchaient pas un travail pour l'argent, pour monter les échelons, puis pour rester là toute leur vie. Cherchaient un travail pour se sentir accompli. Puis on entend ça quand même, c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est ça. Ça caractérise vraiment notre génération, la recherche de sens dans qu'est-ce qu'on fait, puis on veut travailler pas pour l'argent, mais plus pour c'est ça, le sens que ça donne à notre vie, contrairement à les générations avant nous. C'est ça, puis elle disait aussi qu'on veut qu'on veut faire un impact, qu'on veut faire la différence dans quelque chose. C'est peu importe c'est quoi, si notre signification de nous-mêmes change, elle disait que si mettons j'aime plus être programmeur aujourd'hui puis que je préfère faire du design, ben le point commun entre les deux buts dans ma vie, ça va être juste de faire une différence, dans le fond. Puis c'était super intéressant la façon qu'elle expliquait. Puis... OK, fait que dans le fond, la personne se définit moins par son rôle, genre je suis un programmeur, que par sa mission, là. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça, puis ça peut être dans différents postes dans une entreprise ou dans whatever. C'est ça. Puis tu sais, elle disait aussi qu'on n'avait aucun attachement par rapport aux employeurs, qu'on avait une facilité à changer d'endroit parce que justement notre but était pas de gravir des échelons. Puis justement aussi les employeurs, ben il y en a qui vont avoir besoin de nous partout, puis on le sait, tu sais, il y a toujours de la job partout. Puis on le sait, fait qu'en le sachant, ben on a toujours plus de facilité à... Le gros bout du bâton. Ouais, c'est ça, à avoir le gros bout du bâton puis à faire un move pour s'en aller ailleurs. Puis dans la courte entrevue, le monsieur qui l'a passé en entrevue lui disait on entend souvent dire qu'ils sont individualistes, puis elle répond que non, on serait pas individualiste, mais qu'on recherche de l'individualité. Puis c'est comme une nuance quand même intéressante à apporter. Elle a pas eu le temps d'élaborer beaucoup, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on est un peu... Tu sais, même moi, je me posais la question, des fois, je me disais, on est pas mal individualiste parce qu'on aime ça avoir notre petite bulle, quand on cherche justement un autre job, on a l'impression d'être complètement imbu de soi-même parce qu'on compromet notre rôle dans l'entreprise pour aller voir ailleurs parce que ça nous suffit pas au niveau intérieur. Mais en réalité, elle disait des trucs comme en réalité, on est tellement interconnecté avec les autres que c'est pas vrai qu'on est individualiste, on est de plus en plus en communication avec d'autres gens, puis si on a une cause à supporter, ben on va s'organiser rapidement autour de cette cause-là, puis se dissocier plus rapidement aussi. On passe vite à d'autres choses, mais c'est pas vrai qu'on est complètement individualiste. On cherche juste une petite individualité à l'intérieur de nous, puis c'est plus le dépassement de soi, dans le fond, qui
qui a rapport là-dedans, là. Ouais, mais on entend tellement parler de ça, individualiste à tout bout de champ, mais finalement, c'est par rapport à quoi? C'est sûr qu'il y a sûrement un changement par rapport aux années avant, puis aux générations avant, qui fait que avant c'était plus une mentalité de groupe versus là c'est plus chacun pour soi, mais tu sais, du chacun pour soi, il y en a en chaque humain, là, tu sais, l'instinct de survie, c'est du chacun pour soi, fait que ça, il y en a tout le temps eu. C'est quoi l'individualisme, finalement, là-dedans? Puis, est-ce que c'est en même temps, est-ce que c'est tout le monde qui est comme ça? Ou est-ce que c'est la société en tant que telle qui favorise ça aussi? Ou bien c'est vraiment une génération qui a été élevée d'une certaine manière qui fait en sorte qu'ils sont individualistes? Ou bien genre, quelqu'un qui est né dans une autre époque, vas-tu devenir individualiste à cause qu'on est rendu en 2015? Non, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est juste une comparaison, c'est juste un changement dans le cadre de la société qui fait qu'on est perçu comme ça, mais en réalité, moi, si je regarde l'ancienne génération, mettons, qui voulait monter les échelons, là, c'est très individualiste de vouloir faire ça aussi, parce que c'est vouloir avoir un meilleur salaire, puis avoir un rôle plus important. Hey, c'est juste une question de perception. Puis de toute façon, même dans la job, oui, c'est sûr que on veut tout le temps... Tu sais, on est peut-être moins attaché à une job ou à un autre, mais reste que, mettons, si tu prends juste mon exemple à moi toute seule, là, pas généralisation de cas, là, mais, tu sais, moi, là, quand que je quitte une job, là, je me sens mal en crise, là, je suis tout le temps genre, ouais, mais là, tu sais, ça va être un rush bientôt, ça n'a pas d'allure je devrais peut-être attendre que le rush soit fini avant de quitter ma job, comment qu'elle va faire pour me remplacer ma boss, puis des affaires comme ça, là. Des fois, je me dis, je me chercherai pas un autre job parce que là, tu sais, je suis quand même bien dans cette job-là, puis, tu sais, il y a ça aussi, là, tu sais, c'est pas juste, je sais pas, le monde sont-tu si volatiles que ça dans leurs emplois? Y a-tu des chiffres, tu sais, qui appuient ça? C'est juste dans l'air du temps. J'avais déjà vu des chiffres, mais je serais pas capable de supporter mes dires en ce moment même. Mais j'ai vu aussi 2 à 3 entreprises essayer de se créer dans les dernières années. Il y en a une qui a échoué, d'autres qui ont fonctionné, qui essayent de recruter les employeurs plutôt que de recruter les employés. Ouais, c'est les employés qui se font, les gens qui ont de l'expertise dans un certain domaine qui se font un profil, puis c'est les employeurs qui vont se donner la peine d'aller chercher de cette façon-là. Fait que ça change juste, c'est absolument la même chose que n'importe quel autre réseau comme LinkedIn ou whatever, mais en réalité, ça change le focus. C'est l'employeur qui est comme à la merci de l'employé. Mais c'est pas, tu sais, je dis ça, c'est de le dire de façon complètement négative aussi, là. C'est pas à la merci de, mais c'est juste que c'est vrai. Moi, mettons, avec mon expertise, je sais que je suis recherché par plusieurs employeurs. Fait que si j'ai vraiment à me trouver une job, je vais choisir ma job. C'est pas l'employeur qui va me choisir, là. Mais ça dépend des domaines, ça, par exemple. Fait que, tu sais, toi, admettons, si t'es dans un domaine où est-ce que il y a beaucoup de demandes puis qu'il y a pas beaucoup d'offres, c'est-à-dire en prenant en compte que toi, t'es l'offre, là, c'est sûr, là, que toi, tu vas avoir l'embarras du choix, mais il y a d'autres domaines que probablement, même là, en ce moment, là, en février, là, sont saturés, là, d'offres, puis oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend, là, il y a des places que, tu sais, je choisis mon employeur, mais des fois, ça reste quand même l'employeur qui choisit, tout dépendamment dans quoi tu t'es spécialisé, puis si t'es en compétition avec ben du monde qui ont la même expertise. Ouais, c'est vrai. Toi, on en parlait la dernière fois, justement, tu sais. Justement, avec ton domaine à toi, t'as plus de misère à trouver quelque chose, puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis très loin de choisir mon employeur, là. Peut-être qu'un moment donné, là, mais, tu sais, en ce moment, c'est vraiment pas ça, la réalité, là. Fait que... tu sais, ça dépend vraiment des domaines, là. Tu sais, comme toi, c'est un domaine qui est en expansion aussi, là. Fait que c'est sûr que il doit avoir... pas assez de diplômés pour tout qu'est-ce que ça prendrait sur le marché en ce moment. Là. Ouais. Puis c'est quoi finalement la conclusion là on est dans la génération quoi? On est dans on a parlé d'individualisme, on a parlé de mais on est une génération quoi? On est techniquement, je pense, dans la génération Y. OK. Mais les millénaires, quand elle l'expliquait, c'est de 18 à 35 ans. Fait que ça englobe une plus grande portion de gens. Parce que c'est comme des gens qui ont grandi avec de la technologie puis qui se qualifient de complètement de façon différente, qui ont été des enfants de baby boomers, etc., etc. Fait que, il y a comme un grand range qui est possible dans tout ça, mais ça englobe beaucoup de gens. Là.
Puis il y a pas assez un gros gap entre nous puis les plus jeunes, admettons, pour dire qu'il y a tellement un gros changement de mentalité. Il va falloir attendre, dans le fond, aux enfants de notre génération, pour dire une autre génération, mettons, une autre mentalité complètement différente qu'on peut pas comprendre, puis on est juste comme, nous, dans notre temps, c'était mieux. Peut-être, mais en même temps, c'est peut-être comme les phases de l'histoire. Les phases de l'histoire, des fois, on voit qu'il y a moins de changements entre une et l'autre. Puis finalement, ça s'appelle la même chose. Puis c'est juste qu'il y a comme des événements marquants. Mais en réalité, peut-être que les générations, ça va faire ça. La prochaine génération, ça va peut-être être encore des millénaires, mais ils vont avoir évolué un peu d'une façon différente. Mais bon, c'est comme des choses que nous, on prend pour acquis, puis que si tu regardes plus vieux, ils prennent pas ça pour acquis pantoute, puis ils ont même pas le même rapport à la technologie. Quand tu penses juste au monde sur Facebook, là, on s'entend-tu que nous, on se sert de Facebook pour une certaine chose, puis comme mes parents qui viennent nouvellement de se faire des comptes Facebook, ils s'en servent pas exactement pour la même chose, puis ils voient pas ça pareil non plus. Tu sais, moi, c'est plus acquis Facebook. Ben oui, je vois tous les jours sur mon Facebook, puis tu sais, ça fait partie comme on cultive notre image virtuelle, mais là, c'est drôle de voir, mettons, arriver mes parents sur Facebook puis voir c'est quoi, eux, l'image virtuelle qu'ils vont projeter là-dedans. Mais reste que... C'est comme une identité complètement différente. C'est comme une identité supplémentaire qu'on se crée puis que nous autres, on a puis qu'eux autres ont pas nécessairement. C'est ça, mais nous, on passe vraiment tout par Facebook, puis ce que je vois, c'est que mes parents, c'est juste un ajout, mettons, au téléphone puis aux méthodes plus conventionnelles. C'est juste, hey, c'est le fun, on peut se faire un groupe ou un événement pour créer un souper ou whatever, tu sais. Puis ma mère, ce qui est vraiment drôle, c'est que elle sert vraiment de Facebook pour reprendre contact avec du monde. Ah ouais? Oui, c'est ça qui est le plus drôle. On s'est perdu de vue. Oh wow! Le cliché qu'on dit, hey, Facebook, ça sert à ça. Mais moi, je me suis jamais servi de Facebook pour ça. Puis vois-tu, ma mère, c'est arrivé plein de fois, justement, qu'elle a réussi à vraiment organiser des choses in real life, là, avec du monde que ça faisait vraiment longtemps qu'elle avait pas vu. Parce que, fait que là, ça m'a fait voir un autre côté de Facebook que ça crée une espèce de facilité pour des événements, tu sais, tu veux créer un événement, là, puis tu sais, t'entends tu vois passer quelque chose sur le fil de nouvelles, un tel vient de s'acheter une maison, mettons, puis là, t'es comme, crime, je pourrais-tu aller voir ça? Ben oui, viens-t'en, tu sais, ça crée des opportunités qu'il y a pas si tu fais juste te parler au téléphone ou whatever, puis tu sais, des fois, le monde ne savent pas trop non plus, tu sais, quand appeler à part pour souhaiter bonne fête ou des affaires de même. Ouais. Tu sais, ça m'a vraiment fait voir un autre côté de Facebook parce que moi, je commençais quasiment à avoir juste une perception négative de c'est vraiment juste chacun dans notre coin, on essaie de se faire la plus belle image virtuelle possible, puis on se compare, puis on se désole. Honnêtement, on se compare, puis on se désole plus qu'on se console parce que on met du temps juste qu'est-ce qui est beau sur Facebook. C'est vrai, hein? Tu sais, jamais que mes bouts de poche, je vais les mettre sur Facebook, je vais juste mettre les bouts de beau. Fait que là, autant le monde qui voit mon profil font comme, Chris, ça va tout le temps bien dans sa vie, elle. Mais autant moi, je vois la vie de tout le monde sur Facebook, je fais comme, Chris, ça va donc bien tout plus bien dans leur vie que dans la mienne, tu sais. Ouais, mais en sachant ça, on peut se dire maintenant que ça va mal dans la vie de tout le monde. Ben oui, mais consciemment, là, est-ce que tu te dis ça, là? Est-ce que tu dis vraiment ça quand tu vois le monde sur Facebook? Non, moi, je me dis quand même, hey, ça va vraiment bien dans leur vie. Mais les gens qui osent écrire quelque chose de négatif, ben là, c'est comme, tiens, quelqu'un qui veut de l'attention. C'est mal vu de toute façon, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même, tu sais, veux pas, là, c'est quand même mal vu en général dans la vie. Mettons, on est une gang de personnes du secondaire, là, ça fait des années qu'on s'est pas vu, là. Puis là, tout d'un coup, il y en a un qui se met à parler de quelque chose qui va pas bien dans sa vie. Ça me tente pas, là. Ça me tente pas de gérer ça, là. Mais toi, tu me parles de quelque chose qui va pas bien, ben, tu sais, ça va moins te déranger. Fait que, tu sais, c'est comme une question de proximité puis d'amitié aussi. Mais c'est ça, c'est à cause du public, tu sais, quand que tu t'updates un statut sur Facebook, c'est à tout le monde qui s'envoie, là, c'est pas juste à un petit groupe select, là, pis, il y a ça. Il y a ça. Bon, ben ok, on a dérivé encore une fois. Puis il y avait un troisième sujet dont on avait parlé. On a parlé de ça. On l'a séparé dans l'addendum justement parce qu'on parlait trop de trucs techniques par rapport au podcast. Fait qu'on l'a ajouté dans un mini-épisode supplémentaire. Mais on parlait de perception du temps. Puis tu sais, quand tu partais dans le trafic, puis que t'arrivais en retard. Puis moi aussi, là, que je préférais arriver en retard qu'arriver en avance, pis ça. Mais que justement, c'est parce que
j'arrivais en retard parce que j'étais pas capable de comprendre que 5 minutes, ça l'équivalait pas 10 minutes. En tout cas. Ben, ma coloc, elle a entendu ça, puis elle était ergothérapeute, puis elle m'a sorti des lectures par rapport à ça, parce que c'est un concept qui est super utilisé en ergothérapie. Okay. Elle m'a donné une lecture qui s'appelle Three Perspectives on Balance in Occupation. C'est une portion d'un livre qui s'appelle Occupational Science, The Evolving Discipline, par Ruth Zemke et Florence Clark, les très fameux. On les salue. Ouais, on les salue. Mais tu sais, j'ai lu pas mal de choses que elle avait souligné en écoutant son cours. C'était des notes de cours qu'elle a eues là. Puis il y a une phrase qui m'a vraiment frappé, qui faisait un rappel à ce qu'on avait dit, c'est nous faisons l'expérience, encore une fois c'est une traduction libre, nous faisons l'expérience du temps, non pas en nombre de minutes, de jours ou d'années, mais en activités significatives auxquelles nous avons participé. Mm-hmm. Fait que l'importance qu'on donne à l'activité nous changerait notre perception de combien de temps ça dure, Okay. combien de temps ça nous épuise, comment ça nous épuise, puis comment qu'on gère ça dans notre vie autour de nous. Ouais, ben ça, oui, généralement, c'est clair. Encore Mettons une fois, que c'est ce qu'on disait. T'sais. quand t'es à job, mettons-le. Puis c'est le gros rush, là, puis il y a tout le temps du monde. T'es tout le temps occupé, puis le temps passe super vite. Jusqu'à une certaine limite. Où ce que, quand il y a tellement de monde, puis ça te fatigue tellement, là ton chiffre, il va te paraître vraiment long. Tu sais, puis quand il y a personne non plus, puis que tu t'emmerdes, puis que tu regardes l'heure à toutes les 5 minutes, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, c'est la perception du temps, c'est un peu ce que tu parles, mais après ça, ben là, si tu fais rentrer les émotions aussi en ligne de compte, ben c'est une autre affaire aussi encore. Mais c'est ça, tu sais, eux autres s'en servent comme principe pour organiser l'horaire d'une personne avec un handicap, par exemple, ou qui est blessé. Fait que c'est plus ça sa job à elle, mettons, à ma coloc en ergothérapie. Ben, fait que là, elle crée un plan d'activité pour que la personne se sente plus accomplie dans sa journée. C'est parce que sinon, les gens qui ont comme des handicaps ou tout ça, ils vont avoir tendance à comme rester inactifs, puis justement à voir tout comme négatif, puis à pas voir le temps passer, puis à s'ennuyer, puis ça fait un espèce de cycle qui... Puis eux qui s'ennuient, là, ils trouvent le temps long. Mm-hmm. OK. Puis mettons le monde qui... Ils trouvent le temps long, mais ils voient les journées passer de la même façon. Parce qu'ils se ressemblent. C'est ça, tout se ressemble. C'est ça. Tandis que si tu leur crées des activités différentes, ben ça va comme couper la journée en plusieurs secteurs, puis en même temps, le temps va passer plus vite ou plus lentement, finalement? Si on dit fun, ça va passer... ça va passer de façon plus équilibrée, en réalité. Puis c'est une des autres choses que ça disait dans la lecture aussi, c'est que les gens qui travaillent sur des heures normales, mettons, là, qui ont comme 40 heures, 5 jours semaine, 8 à 5, vont avoir une meilleure estime d'eux en général, puis une meilleure perception du temps aussi en général, parce qu'ils ont quelque chose d'organisé qui se passe à tous les jours. Oui, c'est tellement vrai. Tu sais, comme, mettons, moi, justement, avec ma super job sur Appel, tu sais, là, c'est le fun parce que je fais des 30 heures, mais j'ai plus la job de fin de semaine, fait que je travaille 6 jours semaine. 5 jours semaine, je trouve vraiment que justement c'est l'idéal, puis t'as ton 2 jours pour décompresser. 6 jours, je trouve que je vois pas mes semaines passer, puis j'ai jamais le temps de rien faire. Comme vois-tu, l'article Wikipédia que je te parlais là, dans l'épisode 1 des podcasts, ben je l'ai même pas refait, j'ai même pas retouché. Bah. Jamais, là, parce que j'ai juste pas le temps, parce que il y a de la job à tous les jours, tu sais, plus que ce que je voudrais, étant donné le samedi, ça fait 6 jours, fait que ça, mes semaines, ils passent super vite, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien dans mes semaines en même temps. Ouais. Puis, versus, quand que, mettons, j'ai eu un moment, j'avais des 3 heures, 6 heures, 0 heure. Tu sais, ces semaines-là, là, l'affaire, c'est que, justement, j'avais l'impression, de la même manière, j'avais l'impression que ça allait passer, lentement puis vite, mais qu'il s'était rien passé, puis tu sais, c'était la perception du temps, mais c'est ça, c'était comme pénible, on dirait. Le temps, c'était juste pénible qui se passe du début jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin de la journée, j'étais comme, voyons, mais semble, je comprends pas pourquoi il est rendu cette heure-là. Tu sais, c'est comme s'il y avait pas de cheminement, pas de distance parcourue entre
le début puis la fin de la journée. Mhm. Tu sais, fait que là, j'avais pas le choix de me créer genre des activités à faire, tu sais, ah ben, lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, juste pour avoir des marqueurs de temps dans le fond. C'est parce que, dans le fond, c'est pas mal ça, c'est juste, le temps c'est un peu un rythme, puis c'est des marqueurs dans le fond, Mhm. pour savoir qui passe. Il y avait une affaire aussi, vraiment, là, que j'ai trouvé quand même assez marquant comme expérience. Il y a une fois, j'ai déménagé en plein été dans un loyer, puis Mhm. je sais pas, pour une raison X ou Y, j'avais pas plugué Internet tout de suite en rentrant dans le loyer. Puis finalement, c'était l'été, il faisait super beau, puis j'ai décidé de pas plugger Internet de tout l'été. Ça me faisait économiser. Puis en même temps, c'était une espèce d'expérience. Je me suis dit, tu sais, j'avais des moyens d'aller quand même sur Internet, sur Facebook, voir mes emails, mais tu sais, j'allais à l'université. Fait qu'il fallait que je me déplace pour aller sur Internet, je l'avais pas chez moi. Fait que cet été-là, il a passé tellement lentement, mais un lentement le fun. Et, tu sais, quand t'arrives à la fin d'une journée pis t'es comme, on dirait que je viens de passer 2 journées en une, là, Mhm. ça faisait ça. Puis ça m'a fait réaliser à quel point que quand t'es sur un ordinateur puis sur Internet puis que, tu sais, Internet, c'est des informations à n'en plus finir, tu sais, tu peux jamais finir par faire « Oh, j'ai fait le tour d'Internet ». Tu sais, on s'entend plus, là. Tu sais, fait que tu peux te projeter dans Internet pendant des heures et des heures, puis jamais t'en rends compte, puis un moment donné, tu fais juste décrocher de ton écran, puis t'es comme « Hey, c'est vrai, j'ai faim, moi! Hey, c'est vrai, ça fait des heures que je suis assise sur une chaise! » Mais là, il y avait pas ça. Je pouvais juste pas fuir nulle part. Ben, en fait, ce que j'ai fait, là, j'ai lu tellement de livres cet été-là, là. Mais Ah, lire des livres, c'est je pas m'ennuie de pareil. lire. Mais lire des livres, c'est pas pareil comme aller sur Internet. Tu sais, t'as beau dire que c'est quelque chose comme... Ah non, c'est lent puis ça demande ta concentration complète. Tu sais, moi quand je lis sur Internet, puis j'ai dû étudier ça un peu pour justement faire des conseils aux gens avec qui je fais des sites web, là. Mais quand je lis sur Internet, je lis juste les titres des paragraphes, là. Ouais. Parce que on est en recherche de réponses plus que en mode découverte. C'est ça, vraiment. Puis c'est je sais pas, peut-être la position dans laquelle on est. Puis aussi, tu sais, un livre, là, ça n'a pas besoin d'être branché nulle part, là. Je pouvais apporter mon livre où est-ce que je voulais, là, tu sais. Oui, ça c'est le fun, Seigneur. Je lisais sur mon divan couché, puis où je lisais dehors, puis j'ai lu toutes les Harry Potter, puis j'ai relu toutes... c'est quoi, là, les chroniques, là? Tu sais, là, la fille avec l'ours polaire, là. Voyons. Oui, C'est quoi, ça? oh là là. Oh my god! Je me rappelle pas, j'ai full un blanc, là, ben c'est Philippe Pullman, là, qui les écrit, mais je sais même pas c'est quoi. Philippe Pullman. Regardez sur Internet. Ben oui, Puis, à la croisée des mondes. La croisée des mondes. C'est pas les Oui. chroniques de rien pantoute, là, mais je sais pas pourquoi j'avais ce mot-là dans la tête. The Golden Compass en anglais. Oui, c'est tellement Ça me est bon. un des 3, je pense. En tout cas. Mais c'était tellement bon, là, pis ouais, j'ai vraiment adoré. Vraiment, là. Ah, ça me fait penser justement le sujet que je voulais introduire dans... Est-ce qu'on est rendu dans les nouveaux sujets, même si là, Mais ça fait oui, déjà... j'ai terminé les retours sur ce qu'on avait déjà dit. Fait que vas-y. C'est cool, on a même pu réélaborer encore plus sur les sujets qu'on avait déjà élaborés parce Yes. qu'il n'y a pas de limite à l'élaboration. Juste notre fatigue. Ouais, c'est clair. Et là, je suis en train de boire du Pepsi. Je pense que c'est ça que je buvais la dernière fois qu'on a enregistré. Ah hein. ouais? Ben moi je bois une bière. On voit les invités de chacun. C'est la même depuis 2 semaines. Dégueulasse. Même du vin, là, c'est pas bon après quelques jours dans le frigidaire. Hein? Oh my god, vraiment. Puis nous, on est incapable de boire une bouteille au complet. Je sais pas, mais après ça tu t'en sers dans des sauces puis dans de la cuisson. Ouais, c'est ça qu'il faudrait faire. Ou tu mets du jus d'orange puis tu dis que c'est de la sangria. Yes. Bref, Oui. parlant de livres, justement, ben, c'est un de mes amis qui va parler de ça, puis je trouve ça absolument awesome, là, parce que j'adore Le Seigneur des Anneaux. Puis tout ce que Tolkien a écrit, parce qu'il a pas juste écrit le Seigneur des Anneaux, là. J'ai tout lu les autres livres aussi, là. Moi Puis- non, je les ai pas encore lus. C'est Comme dans la ma bucket list. Silmarillion, puis le Hobbit, bien sûr. Puis il y en a d'autres aussi, les histoires incomplètes. Là. Mais ça, j'ai pas lu, là, parce que Méné, ça se répète. C'est juste que, tu sais, lui, il avait tellement un univers au complet, tout dans sa tête, full malade, avec 10 millions de sortes de langages elfiques et tout, là. Il est juste awesome, ce dude-là.
Bref, il est mort, il peut plus faire de livres, sauf que c'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui trippent vraiment sur le Seigneur Ouais. des Anneaux, comme Mais moi. là, les autres, le Silmarillion pis tout ça, c'est ses fils, non? Il en Ben, avait écrit une partie, c'était incomplet, puis ils ont complété. oui, c'est ça, c'est Ok. ça. Dans le fond, c'est que il a juste compilé ça tout pour essayer que ça fasse le plus fluide possible, même si c'est sûr que, tu sais, l'auteur qui les a écrits est plus là, fait que tu peux pas faire une fluidité, là, fait que, tu sais, ça paraît un petit peu que... Mais il a juste essayé de mettre ça le plus cohérent possible dans l'ordre de tous les petits textes, là, fait que... Mhm. Puis, tu sais, il y a des histoires complètes aussi là-dedans, comme Les Enfants de Hurin, c'est une histoire complète qui se suit super bien puis qui est vraiment cool aussi, là. Fait que là, bref, pour ceux-là qui en mangeraient encore et encore comme moi, ben il y a d'autres mondes qui qui s'inspirent de cet univers-là pour écrire des histoires. Puis vraiment en somme, que j'ai trouvé, ben c'est mon ami qui m'a parlé de ça. C'est un auteur russe qui a fait un livre. Puis lui, dans le fond, il réécrit comme l'histoire du Seigneur des Anneaux, mais avec un point de vue complètement différent. Le point de vue de l'ennemi. Ouh. Le point de vue du Mordor. Fait que je trouve ça vraiment cool. C'est comme la quête du Seigneur des Anneaux, mais vu à l'envers, parce que dans le fond, on sait tout que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Puis les vainqueurs, ben c'est sûr ils vont dire, ben on avait raison de faire ça, puis il fallait le faire, tu sais. Si on regarde vraiment dans l'histoire pour de vrai, là, tu sais, puis qu'est-ce qu'on apprend à l'école, là? On s'entend-tu que, tu sais, c'est tout le temps, quand c'est Ouais. nous, là, ben nous, on avait raison Quand de on faire écrit ça. l'histoire, quand on se la fait raconter, peu importe c'est quoi, on a toujours le bon côté là, voyons, la conquête de l'Amérique. Ah mon Dieu, mais oui, il y avait des gens qui habitaient déjà ici, puis on les a tassés, puis Ben, c'est nous qui avions raison. mais c'est nous qui avions raison, puis c'est toujours tu sais l'histoire se vante souvent d'être impartiale, mais c'est faux là, c'est complètement faux, c'est complètement politique, c'est Ben, fou c'est là. clair. Mais C'est ça justement qu'on dit souvent que, tu sais, l'histoire c'est pas pour rien est écrit par les vainqueurs, puis c'est pas pour rien que c'est pas, tu sais, on a juste une partie dans le fond là. C'est comme tu vas dans un divorce, tu vas parler juste au monsieur, ben tu vas te dire ben Chris il avait donc bien raison de whatever, ben là ben si ouais. tu vas voir son ex-femme, elle va te dire une autre affaire, puis là c'est là juste que tu vas avoir l'histoire, puis encore ça sera pas la réalité, ça va être juste deux points de vue, mais au moins un va balancer l'autre. Puis là ben ce que je trouve vraiment awesome, c'est que tu sais, ça remet tout en question, tu sais, l'histoire est rendue tellement, c'est rendu une légende, là. Moi, c'est imprimé dans moi, là, la légende du Seigneur des Anneaux, puis avec Frodon, puis Sam qui parcourt le Mordor pour aller détruire l'anneau, là. Tu sais, c'est comme, c'est épique, là, puis c'est des champions, eux autres, là, ils sont hot, là. Mais Ouais. imagine, si tu vois, genre, eux autres sont en train d'aller détruire un trésor qui était vraiment précieux pour Sauron, puis Sauron, s'il y avait vraiment ses vraies raisons à lui, puis que tu sais, il est juste décrit comme étant le mal incarné parce que il faut qu'il soit le mal incarné si on veut être contre lui, là. Mais lui, Ouais. en réalité, comment qu'il voit ça? Tu sais, il doit pas se voir lui-même comme étant le mal incarné. Il a ses propres raisons, tu sais. Non, c'est sûr. Mais parenthèse de pop culture là, pour 2 secondes là. On parle de perception justement, mais tu sais justement là, c'est parce que c'est extrêmement politique l'histoire. Tu sais c'est la perception qu'on en a quand on se la fait raconter, puis il faut toujours qu'il y ait un méchant puis un gentil, sinon on n'augmente pas le sentiment d'appartenance dans la personne qui se le fait raconter, tu sais. Ben, une chose que justement qui fait un peu écho à ça dans l'actualité. Ben, Oui, t'as entendu parler que Roy Dupuis il était vraiment fru contre le film The Revenant? euh, Le vaguement. Revenant. Vaguement. Parce que Attends, ça c'est le film avec Leonardo. Leonardo DiCaprio. Qui va Ouais. gagner un Oscar. Oui, je l'ai pas encore vu d'ailleurs, là, il faut que j'aille le voir, Moi non mais plus. ouais, il a comme prononcé qu'il était vraiment contre. Premièrement, là, il y a un fait anodin que ça a l'air que tout le monde sait maintenant, c'est qu'il a refusé un rôle qui est dans le film, où il se l'est fait enlever, ou peu importe, là, je sais pas trop, là, puis il Ok. était censé d'être figurant, ou tu sais, un personnage secondaire, whatever. Il a refusé un rôle de figurant. La Ouais, ou grosse il s'est fait affaire. renvoyer ou il l'a pas eu, genre, je sais pas, là, mais il y a comme un lien, là. Puis, mais c'est ça, il dit que les Québécois ou les Canadiens français sont dépeints d'une façon vraiment ridicule parce qu'on est extrêmement violent à l'intérieur.
Ah, ouais. Ouais, pis tu sais, on tue du monde, là, pis des affaires gratuites, là, pis là, ça a l'air que c'est vraiment scandaleux, là. On passe pour les barbares, genre. Ouais, mais on s'en fout comme dans l'an 40, parce que c'est vrai qu'on était barbares pour venir envahir un continent, là, tu sais. Ben oui. Fait Mais que... ça reste juste, c'est au... Nous, on est dépeints comme ça, mais pour remonter qui? Ben, pour remonter les Américains. Ah, mais c'est pour ça qu'il est fru, c'est pas mieux. Les Américains, ils devaient pas être bien mieux, là, honnêtement, là. Ben non, C'est- mais tu sais... Non, mais en réalité, c'est plus pour remonter le personnage principal qui, lui aussi, s'en prend à d'autres personnes. Fait que tu sais, c'est comme... Peu importe, là, c'était qui le barbare qui croisait, là, il en fallait juste un. Mais tu sais, le contexte de cette histoire-là était en Amérique. Mais tout ça pour dire que, oui, le contexte... politique de l'histoire et ça teint toujours un peu l'histoire elle-même de Mais l'histoire. c'est ça, mais ce que je trouve le fun, justement, mettons, là, je vais lire ça, puis... Mais moi, je fais déjà ça à la base, de toute façon. Je remets déjà tellement tout en question. Tu sais, mettons, même quand que j'ai un point de vue, là, très fort sur quelque chose que j'ai... Tu sais, même si j'ai une opinion, là, si quelqu'un me présente des arguments vraiment intelligents de l'autre côté, là, je vais les considérer. Ben, c'est sûr que, mettons, si je suis déjà en crise, non. Mais si je suis pas déjà en crise, là, je vais faire juste comme... Je vais les considérer assez, les rester ouverts juste assez pour challenger mon opinion. Puis si malgré que je l'ai vraiment considéré avec toute l'ouverture d'esprit possible, je considère encore que mon opinion est à prévaut, ben il me semble que ça la renforce en quelque part. Tu sais, j'aime mieux qu'on la challenge mon opinion puis que juste faire comme non, c'est le même, tu sais, parce que on dirait que ça lui donne plus de valeur si malgré tout qu'est-ce qu'on y oppose puis que je check ça, ben ça me fait pas changer d'idée pareil. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Mais Fait que, ouais, cette histoire-là, c'est quoi le nom de l'auteur? Non, mais je vais te le dire après. C'est un bon. russe. Pour les gens qui nous écoutent, on va le mettre dans les notes de l'épisode. Moi, pis non, tu sais bien que... Moi, je suis vraiment pas non-power. Je suis vraiment... Ah, mais c'est pas grave, moi non plus, là, mais c'est juste que, ouais, pour les gens qui nous écoutent, ça va être le fun d'avoir un lien ou quelque chose pour aller les voir. Ouais, parce que aller en vraiment, savoir là, plus. je t'ai dit, moi, je suis concept global. Dans tout, là, pis c'est pas juste des noms de personnes, là, c'est des noms de concepts. Je vais pouvoir te dire c'est quoi le concept, mais je pourrais pas te dire c'est quoi le nom de ce concept-là. Là. Fait que il y a bien des examens à l'université là, que j'étais pas... Si ça me demandait de savoir exactement le nom du concept, je pouvais bien te l'expliquer, je le comprenais parfaitement, mais... Ouais. Moi, les noms, des mais, fois... ouais, une autre parenthèse par rapport à ça, parce qu'on est bon pour faire des parenthèses, là. Oui, il y a une étude que je vais retrouver qui, je pense que c'était sur Science Alert, mais qui disait justement que c'est normal de ne pas se souvenir des noms des gens. OK. Parce que quand on les rencontre, on n'a jamais de contexte précis par rapport à c'est quoi le nom de la personne. Mettons, genre, Charles. Tu rencontres 3 Charles, mais dans 3 contextes différents. Ben, c'est quand même le même nom. Le nom, il est pas relié au contexte. Il faudrait que tu dises Charles le chanteur. Là, t'as comme un quelque chose pour t'en souvenir. Puis c'est le chanteur d'un tel groupe. Mais ça n'a pas de signification, un nom. Ah, c'est intelligent, ça. C'est vraiment une fun. Tu sais, le David Lapointe, ben Lapointe, le gars, il habitait au bout de la pointe de quelque chose un moment donné, puis c'est ça qui a fait son nom, fait que tout le monde s'en souvenait, là. Mais là, nous, on n'a aucun contexte par rapport à ça. Fait que... Ouais, c'est un nom, c'est complètement arbitraire, ça n'a aucun rapport avec ben t'as une face de tout ça, fait que c'est sûr que tu vas t'appeler David, mettons, là. C'est ça, mais c'est ça le truc qui donne pour s'en souvenir, c'est de répéter quelque chose que la personne avait de particulier dans ta tête ou de donner un surnom dans ta tête. Mais moi, pour me rappeler d'un nom, faut vraiment que je fasse l'effort mental de m'en rappeler. Fait que je vais dire, mettons, il s'appelle comme mon frère, ou ben, tu sais, des affaires comme ça, mettons, là, ça va m'aider à m'en rappeler, ou ben juste, ok, ben c'est ça, c'est vrai, je lis, mettons, à ma job, je vais dire, mettons, Marie à la réception, mettons. Fait que là, je vais savoir, ben, elle qui est à la réception, elle s'appelle Marie, mettons. Mais il va falloir que je me le répète plein de fois dans ma tête parce que, mais je trouve que quand on rencontre une personne à la base, elle nous dit son nom, mais on est tellement occupé à juste faire comme, on shake la main, whatever, oui, qu'est-ce qu'elle veut me demander, c'est qui, tu sais, moi, je me pose déjà tellement trop de questions que je suis pas pantoute focusée à retenir son nom. C'est exactement quelque chose qu'il disait dans l'article, me semble. On est trop occupé par le contexte lui-même de l'événement ou de la chose qu'on est en train de faire avec cette personne-là qu'on s'en souviendra jamais, là. C'est malade. Mais bon. Je savais que j'avais raison. La science m'appuie. Ouais, mais c'est
cool. Mais oui, Le Seigneur des Anneaux. Fait que, hey, ça n'a même plus rapport avec le Seigneur des Anneaux. Mais de toute façon, j'ai pas mal fait le tour du sujet parce que je l'ai pas lu encore. Okay. Fait que c'est juste vraiment le concept qui m'a séduit parce que je trouve tellement que c'est vrai, pas seulement dans une histoire, mais dans la réalité aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir comment il a vécu ça, le pauvre petit, tu sais. Non, mais on s'entend-tu, tu sais, les orques, là, peut-être qu'ils étaient pas si laids que ça, mais genre, qu'est-ce qui est très différent de nous? On va trouver que c'est laid selon nos propres standards à nous. Fait qu'on s'entend-tu que... Mais ce qui est con, par exemple, c'est que, tu sais, des nymphes, des elfes puis des hobbits, c'est pas tellement pareil, là. Mais tu sais, pour qu'ils disent que les orques sont dégueulasses, tu sais, c'est sûr qu'ils sont dégueulasses, ils les aiment pas, tu sais, tu peux pas dire mon ennemi il est tellement beau là, tu sais, non, ils sont laids, ils puent, ils mangent de la crasse, puis tu sais, puis ils veulent juste le mal, tu sais. Si on extrapole un peu justement cette perception là qu'on en a d'eux, c'est ce qu'on s'est fait raconter dans le film, fait que Exactement. le film ou les livres c'est déjà teinté, fait qu'ils exagèrent probablement déjà. Tu sais, les livres, techniquement, je pense que c'est censé d'être écrit par Bilbon. Tous les livres, Seigneur des Anneaux. Ben, en tout cas, les 3 officiels, mettons. Là. Ouais, déjà. Ouais, fait c'est que, ça. Déjà, c'est teinté par sa vue à lui. Tu sais, ils sont vraiment dégoûtants, mais en réalité, c'est juste une autre race. Là. Ouais, c'est ça. C'est du racisme. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, pis nous, on questionne même pas. On dit juste, des orques, c'est dégueulasse, pis son nom est écœurant, pis, tu sais, on les trouve dégueulasses, mais... Oui, mais c'est l'histoire. Même ce qu'on voit dans le film, c'est pas ce qui s'est réellement passé. C'est juste, tu sais, nous, on est comme après, puis on regarde le passé, puis c'était de même, il y a quelqu'un qui a écrit ça, là. Mm-hmm. Fait que nous, on haït les orques, mais c'est juste à cause que l'histoire nous a dit de les haïr. Mais dans le fond, il était peut-être beau. Puis on va se faire dire que... Tu sais, imagine l'histoire contraire, là. Puis là, les orques, là, c'est du monde genre... Ou ils sont peut-être juste moyens pas beaux, là, mais ils sont full gentils, puis ils ont full de cœur, puis ils ont full un projet de vie full malade qui va révolutionner tout. Puis de toute façon, par rapport à la beauté, là, on s'entendra que les nains, là, pas fort, là. Non, c'est... Il a fallu qu'ils en mettent un dans les films du Hobbit, là, qui avait l'air semi d'un humain, parce que justement, c'était un croisement, là, pis il était comme pas pire beau, là. Ouais, pis là, on sympathise avec lui, mais en réalité, on s'en foutrait des nains. C'est celui qui a une histoire d'amour. C'est ça! C'est bullshit. Non, mais c'est parce qu'on s'entend qu'il y en a qui sont laides en hostie, là. Genre, lui, là, que... Genre, sa barbe, elle fait comme un nœud, là, en bas, où je sais trop, là. C'est... Ah, ouais. Non, non, c'est que ça fait une espèce de cordon. En tout cas, là, je suis comme... Tabarouette. C'est qui a pensé à ça, là? Tu sais, c'est... Ouais. Moi, là, quand je réécoute ce film-là, juste de quoi qu'ils ont l'air, ça me fait rire. Ah non, c'est clair. Puis j'aimerais tellement ça les revoir, là. Mais je me dis qu'il faudrait plus que je me donne la peine de lire le reste de l'histoire, le Silmarillion, puis tout ça. Oui. Mais il y a tellement de noms, là, que... Un moment donné, tu te perds. Et moi, je te dis, là, je lisais le Silmarillion, là, puis je me suis fait un arbre généalogique. Ah, mais moi, j'ai fait ça dans les trois livres, là. Moi, j'avais comme le livre combiné des 3 livres, puis entre chaque bout de livre, il y avait des cartes de où il était rendu avec les noms des places, il y avait les arbres généalogiques, puis la langue des elfes, tout ça à la fin. Ouais. Comme, à quelque part, c'est tellement une lecture exhaustive que t'as pas le choix d'avoir un peu de référence. C'est pas nécessaire, mais si t'en as, ça t'aide en tabarnouche à comprendre. Mais c'est clair, même, c'est parce que Méné, là, un fils d'un tel, de ci, puis c'est parce que... Et le Silmarillion, ça te parle vraiment le début, comme la genèse du monde, de la terre, du milieu, puis whatever. Fait que, tu sais, au début, il y a pas toutes les races qu'on connaît dans le Seigneur des Anneaux, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comment que les nains ont été créés, comment que les hommes sont arrivés sur la terre, d'où ce qui viennent les elfes. Fait que là, t'es comme... Tu sais, au début, t'as des gens de dieux, puis des demi-dieux, puis après ça, les elfes, puis des elfes mélangés avec des humains, puis tu sais, mais juste dans les races, là, tu te reconnais plus, puis t'es même pas encore des noms, là, t'es même pas des noms de personnes, là. Fait qu'imagine-tu, là, ça a juste pas de bon sens. Ce monsieur-là, là, c'est un génie. Je me demande comment il faisait pour avoir tout ça dans sa tête, sérieux, là. Je peux pas croire, là, tu sais, il devait comme avoir une maladie, je sais pas. Non, c'est juste que probablement... Fou. C'est sûr qu'il devait pas être
complètement fonctionnel, c'est juste qu'il devait avoir vraiment full investi le côté imaginaire parce que, tu sais, autant nous, tu vas pouvoir te projeter dans ton travail ou dans whatever, ou, tu sais, moi, mettons, c'est vraiment, c'est l'écriture, c'est pas nécessairement imaginaire, mais, tu sais, il y a tout le temps une partie de notre énergie qui s'en va vers quelque chose de créateur, ben lui, le côté créateur, ça va être dans l'imaginaire, tu sais, il devait en avoir besoin carrément pour vivre, tu sais. J'imagine que c'est quelque chose, sûrement qu'il prenait des affaires de sa vie de tous les jours puis il les transposait, mais genre, c'est un peu comme un langage. Là, c'est dur à décrire. Je sais pas comment dire, mais mettons, il voit quelque chose de banal de la vie de tous les jours, puis là, il transpose ça dans son monde, puis tu sais, son monde évolue à mesure de tout ce qu'il voit dans la vie réelle. Ouais, ben tu sais, pour avoir été capable de créer des langues carrément, là, ou qui sont praticables, là, si quelqu'un décide de les apprendre, là, c'est juste fou, là. Mais t'as raison que c'est proche de la maladie mentale, mais la différence, c'est que il devait faire la différence entre la réalité puis la fiction, d'une part, puis sûrement que ça l'empêchait pas de fonctionner dans la réalité, fait que c'est sûrement ça qui fait que c'était pas une maladie mentale puis c'est juste du génie, mais tu sais, le génie est proche de la folie, ça c'est vrai. Ouais. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a une tune sur le dernier album de Panic at the Disco qui s'appelle Crazy Equals Genius. Ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est... en tout cas, juste pour dire, là, l'album, il est vraiment bon, là. J'ai été fixé dessus. Quand il est sorti, je l'ai téléchargé, je l'ai écouté une fois, j'ai fait bof. J'ai passé à d'autres choses, j'ai pogné des fixes sur d'autres tunes plus tard. J'y suis revenu et je suis maintenant obsédé. J'ai commencé à apprendre les paroles sans me rendre compte, etc., là. C'est fou, là. Ah ouais. Et moi, Panic at the Disco, la dernière fois que j'ai écouté ça, on était au secondaire. Ouais. J'ai jamais réécouté ça après, je te dis, pis ils ont-tu évolué dans leur style? C'était encore la même affaire ou? Oui, pas mal évolué. Dans le fond, ils ont eu une histoire musicale assez bizarre, là. C'est sûr que, tu sais, ils ont été connus dans le bout du punk pop. Fait que, pis slash emo, on peut dire, là. Fait que, tu sais, leur style était pas mal ça au début. Premier, deuxième, troisième album. Après ça, ils ont fait un album... je vais sortir le nom des albums devant moi pour pouvoir en parler. Parce que il y a un album qui était vraiment, vraiment différent, qui rappelait vraiment le son des Beatles. C'est vraiment, là, si tu écoutes l'album, là, toutes les chansons ont un parallèle avec une tune des Beatles. Ben voyons, toi. Ouais, puis c'est vraiment fou parce que c'était comme un peu dans la période où j'avais commencé à me taper tous les albums des Beatles, justement. Puis c'est vraiment bon, là. C'est juste super spécial parce qu'ils ont vraiment coupé toute référence à leur ancien style pour cet album-là. Puis ils ont un orchestre avec eux, des corps, des saxophones, des trompettes, toutes sortes des violons. Ils ont souvent des violons dans tous leurs albums, là, mais c'est vraiment, vraiment intense, là. Ah ouais, mais comment il s'appelle sur cet album-là? J'essaie de le trouver, là. Wikipédia m'aide pas. J'étais en train de parler en même temps, puis j'essayais de sauver du temps. Ok, c'est... Pretty Odd, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est Pretty Odd. Là, en ce moment, si on regarde la discographie de Panic, ils ont... Ça serait techniquement leur deuxième album studio, mais il y avait beaucoup d'autres albums avant, là, Panic. Là, ok, mais genre 2008 que ça dit, là. Mm-hmm. Et on est en 2016. Ça fait 8 ans. Ben... ça fait 8 ans? C'était vraiment bon, c'était super spécial, puis à ce moment-là, je pense qu'il y avait un des membres originaux qui était parti. Puis dans cet album-là, ils ont pour leur nom, là, Panic at the Disco, qui a un point d'exclamation après le mot panique, ils ont décidé d'enlever le point d'exclamation. Puis tout le monde était là, ah mais vous avez changé le point d'exclamation, nanana. C'est grosse histoire pour rien, ok, on s'entendra. Sauf que sur YouTube, il y a même Panic at the Disco avec t'as le point d'exclamation entre parenthèses. Ouais, ben c'est genre, ça. Y es-tu là? Y es-tu ben, pas je là? t'explique, c'est que il s'est chicané avec un des membres du groupe, parce que il y a un des membres du groupe qui a chanté aussi sur cet album-là, alors qu'il chantait pas vraiment avant. Ben, qui s'est séparé du groupe, est parti.
Fait que là, après ça, il a comme il a comme fait une sortie à l'album suivant, comme quoi il avait comme regagné leur identité, ils ont remis le point d'exclamation, les gens ont été contents, et ce fut la folie. Oh wow! Ouais. L'album Vices and Virtue qui a suivi après est revenu un peu plus dans le style rock, punk, mais vraiment très pop. C'est super bon, là, j'ai vraiment aimé cet album-là. L'album d'après, Too Weird to Live, Too Rare to Die, je l'ai semi-écouté. J'ai des chansons que j'aime dessus, mais j'ai pas accroché plus que ça, parce que je trouvais que ça faisait trop répétitif par rapport aux autres d'avant. Et le dernier, il y a vraiment beaucoup de variété. Les styles de tunes sont différents dans chaque tune, je trouve. Là. Okay. Celle-là, Crazy Equals Genius, là, c'est une tune qu'on peut faire du swing dessus. Là. Ouh! Ouais. Il y a comme une petite trompette pis tout, là, c'est vraiment bon. Là. Mais c'est ça, là maintenant, en fait, entre le dernier album puis celui-là, le dernier membre original est parti. Fait que le seul membre original de Panic! At the Disco qui reste, c'est le chanteur Brandon Urie. Il est rendu tout seul techniquement. Là. Ben voyons, il engage du monde pour faire ces tournées-là. C'est spécial, là. Mais je sais qu'il y avait eu des problèmes d'addiction à des médicaments ou à des trucs du genre, là, puis ça a l'air que ça avait causé des problèmes dans sa vie. Il en a parlé des ouvertement. Des drogues psychédéliques. Non, c'est pas vrai. Non, pour faire un rappel à tout l'épisode. Non, c'était, je pense, des antidépresseurs. Il était comme accro à ça, pour une raison quelconque, là. Ok. Puis... je vais écouter ça, moi, l'album qui ressemble aux Beatles, là, je sais bien qu'il y a eu. Ouais, celui-là, je te le dis, c'est fou, là. Mettons, là, tu sais, Octopus Under the Sea, là, je sais plus trop, là, la tune des Beatles, là. Je sais pas, je connais pas celle-là. Alors, je suis peut-être en train de mélanger les deux, justement, tellement ça se ressemble, là, t'as pu... Je vais checker. Yellow Octopus, c'est pas vrai. Under the Sea, je vais regarder ça. Ben oui, ça a l'air que c'est vraiment une tune de Beatles. Okay. Non, Octopus... Under the Sea. Ouais. Non, c'est Octopus Garden. Octopus's Garden, ok, ouais. Under the Sea, with an Octopus's Garden, with... Ok, ouais. Bon, ça c'est la tune des Beatles, puis eux, ils en ont une qui s'appelle Behind the Sea, qui rappelle vraiment beaucoup cette chanson-là. Pas nécessairement dans la façon que c'est fait, c'est pas du tout copié. Là. En fait, chacune des chansons, c'est aucunement copié. Là. C'est juste le son, puis comment il sonne, puis l'inspiration des sujets, puis comment c'est fucké. Ça, c'est vraiment inspiré des Beatles, puis ils l'ont avoué. Tu sais, de toute façon, là, t'aurais pas pu t'en cacher. Là, mais... Je vois plein de photos de... des photos de pieuvres. C'est donc bien pieuvres. Ok. Je suis partie là dans mon trip de... Bientôt, je vais arriver à des affaires de dark side internet. Oui, tu cliques sur un lien, tu cliques sur un autre lien, tu cliques sur un autre lien, et c'est trop tard.